Bon, on va commencer quand même, ça fera venir un peu le monde. D'abord, merci à une heure si matinale d'être dans la salle, c'est bien. Euh, D'abord, moi, je m'excuse un peu parce que, un, j'ai pas de voix et deux, j'entends pas ce qu'on me dit parce que j'ai une otite. Donc, pour prendre la parole, ça va pas être trop difficile dans ce débat. Ah, voilà oui, du renfort, comme on dit. Très bien. Alors, donc, c'est un débat qui est organisé par une assez vieille institution française qui s'appelle le Syndicat des écrivains de langue française et qui date de 1983. Hein? Oui, je me trompe de 10 ans. Oui. Qui avait été créé à une époque où il y avait eu des problèmes pour les écrivains et qui avait été créé par un certain nombre d'écrivains qui étaient très connus à l'époque. Bon, la plupart sont morts maintenant, comme Marie Cardinal, qui en avait été la première présidente, mais François Châtelet, Yves Navarre, enfin des gens comme ça. Et qui est un syndicat, c'est un syndicat professionnel, comme n'importe quel autre syndicat, et qui défend les droits des auteurs des créateurs de l'écrit et du livre. Pourquoi intervenir dans ce festival? D'abord parce que nous souhaitons intervenir dans d'autres festivals, enfin on l'a déjà fait, parce que dans les festivals, comme il y a des signatures d'auteurs, il y a des auteurs, et nous souhaitons évidemment entrer en contact avec beaucoup d'entre eux. Il faut savoir qu'il y a encore, on va dire, allez, 20 ans, 25 ans, ce qui était les droits des auteurs, c'était très 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 simple à comprendre. Pas besoin d'être vraiment quelqu'un d'abruti pour ne pas comprendre ce qui se passait. Aujourd'hui, c'est devenu d'une telle complexité que même les vieux briscards du syndicalisme écrivain pataugent complètement devant les modifications successives, devant les textes qui arrivent, pardon, et qui, à mon avis, sont complexifiés pour qu'on ne comprenne rien et qu'on se laisse balayer. Et en ce moment, il y a vraiment une attaque contre cette profession, une série d'attaques contre cette profession, ce qui vient de tous les côtés, qui vient du système ultralibéral, qui vient des libéraux de l'Europe, qui vient des gouvernements français successifs, de gauche comme de droite. Hein, là, de ce côté-là, ils sont unanimes. Et donc, je pense que plus que jamais, il faut défendre les auteurs. Et les auteurs d'ouvrages sur l'écologie ou autour de l'écologie sont souvent des gens qui ont, comment dire, qui ont une fibre militante qui ne les conduit pas forcément à mettre en avant leurs propres droits. Or, défendre ces droits, dans quelque domaine que ce soit, c'est aussi défendre les droits des autres, et c'est aussi pour ça que nous devons être là aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que parmi nous, il y a beaucoup d'écrivains de science-fiction dans le Self, et il y en a à cette tribune. Il y a un lien très fort entre la science-fiction et l'écologie, il faut le savoir. Les écrivains de science-fiction français en particulier, mais pas seulement français, ont joué un rôle très important dans l'émergence culturelle de l'écologie politique en France. Et donc, il y a toujours eu un lien assez fort. Bon, moi, j'ai eu un long passé politique au sein des Verts et je me suis longtemps occupé des comités de soutien pour les campagnes électorales. Et on avait toujours un nombre d'auteurs de science-fiction très élevé. Pratiquement pas d'auteurs de polar, parce qu'eux, ils étaient plutôt extrême gauche. Ça a toujours été comme ça, mais c'était presque caricatural. Hein, les auteurs de polar, ils boivent du rouge et ils votent extrême gauche. Les auteurs de SF fument des pétards et votent écolo. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Chacun son truc, mais je vous assure que si vous regardez dans le détail, c'est pas une caricature. Et donc, le troisième élément, c'est que le thème de cette année porte sur l'alimentation. Et je trouvais quand même pas mal que dans ce festival, on ne parle pas que l'alimentation sous le côté bouffe, mais aussi sous le fait que l'écriture, comme toutes les formes artistiques, c'est une nourriture spirituelle et qu'il y ait un petit moment où on puisse avoir ce genre d'échange. Donc, alors, Bruno Pocaschi, je sais pas comment, j'ai jamais su comment on prononçait ton nom. Alors moi non plus. Bon, ça va alors. Non, en fait, donc en italien, ce serait. Disons qu'à la base, originellement, ce serait Pocesci. Voilà, mais bon, maintenant, je francise volontiers et on va dire Pochessi.
Voilà. Et Laurent Genefort, donc, ne présente pas, en tout cas quand on connaît la science-fiction, on ne le présente guère. Mais je sais prononcer ton nom. À peu près. Jeunefort, mais comme vous voulez. Hein. C'est un peu comme toi, il n'y a pas d'accent, mais ça permet d'interpréter comme ça. Et donc, je suis un jeune fort tolérant. Hein, oui, bon. Et moi, je m'appelle Yves Frémion et moi, je ne tolère aucune erreur sur mon nom. Ça, ce soit bien clair. Alors, pour commencer, peut-être on pourrait... bon, j'ai un peu esquissé en disant qu'il y avait un lien fort entre l'écologie et la science-fiction. Est-ce que l'un d'entre vous veut un peu développer là-dessus ou comment il sent ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a perçu quand il a découvert la science-fiction comme lecteur, par exemple? Alors bon, en ce qui me concerne, effectivement, ça va être vite réglé. Je suis venu à la science-fiction, on va dire, en tant qu'écrivain, par le biais d'un personnage qui est effectivement plutôt incontournable dans le domaine. Il s'agit donc de Jean-Pierre Andrevon. Ah oui, donc alors, au départ, si vous voulez, c'était pas du tout l'écologie qui nous liait, c'était la musique. Parce que donc je suis musicien, on va dire de formation, et Jean-Pierre avait, parmi ses nombreuses activités, il avait rangé dans un tiroir pendant de longues années l'idée de faire le chansonnier, qui était une des choses. C'est un artiste multicasquette, hein, donc il a toujours mis ça de côté. Le hasard a voulu que je découvre la chose. Je l'ai contacté parce que c'était une admiration de jeunesse. Je le lisais quand j'étais jeune homme. Et donc je lui ai proposé de faire des disques. Depuis, nous avons enchaîné. Ça se passe bien. On est devenus très amis. Et puis, donc, je connaissais déjà évidemment son penchant pour toutes les problématiques de l'écologie. Mais bien évidemment, à force de se fréquenter, de correspondre quasi quotidiennement, le bougre, il m'a sensibilisé ultérieurement à la chose. Et donc, bien que nous maintenions quand même des différences d'ordre, je dirais presque idéologique, parce que lui, il s'efforce terriblement de devenir végétarien, mais il n'y arrive pas totalement. Mais il est sur le bon chemin et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il a vraiment réduit au minimum syndical. Moi, j'ai réduit aussi, mais j'arrive pas quand même à franchir le cap, je l'avoue. C'est une faiblesse ou une qualité peut-être pour d'aucuns. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est ma première approche, on va dire, ce mélange entre l'écriture et l'écologie au sens large du terme. Après, on y reviendra, car effectivement, la nourriture spirituelle a quand même une grande partie, on va dire, dans l'affaire en ce qui me concerne. Alors pour Laurent, je ne sais pas trop si... Alors, en fait, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que j'ai découvert l'ASF écologique. Moi, en fait, quand j'avais une douzaine d'années, je suis tombé sur l'ASF politique française, en fait, et l'ASF écologique française, qui se confondaient. Hein. Je veux dire, c'était en tout cas la même mouvance. C'était une époque où la science-fiction frayait avec l'underground en général et faisait partie de l'underground. Donc, à l'intérieur de cette espèce de nébuleuse bouillonnante, il y avait de l'extrême gauche, de l'écologie, du rock, il y avait un petit peu de... Culturellement, ça bougeait énormément. C'est l'époque Métal Hurlant, vous voyez. C'est cette époque-là Et en France... alors, moi, moi, je viens pas du tout d'une famille à tendance écolo, plutôt l'inverse, en fait. Donc je me suis fait vraiment ma culture dans mon coin. Je suis pas d'une famille de lecteurs non plus, donc j'étais un énorme lecteur. Je lisais un livre par jour à peu près, dont beaucoup de Andrevon. Je me rappelle des Compagnons en terre étrangère, des Retours à la terre, de la série d'anthologies. Mais aussi, je suis venu aussi par mes livres de formation, j'allais dire. C'est des livres comme Dune de Frank Herbert, qui a introduit des notions d'écologie scientifique, pas politique, mais scientifique. Et toute une série de livres anglo-saxons. Pour moi, un livre très important, c'était Humanité et demie de T.J. Bass, qui est pour moi un livre majeur dans le genre, en fait. Voilà, donc en fait, c'est à partir de différents types. Et c'est vrai que j'ai été toujours un peu attiré par tout ce qui est nature étrangère.
Et l'ASF, c'est un champ d'expérimentation. C'est assez scientifique finalement. Même quand on traite pas de la nature, mais de la technique, mais la technique, elle est presque traitée comme une partie de la biosphère quelque part. Donc, donc voilà, moi je suis venu par les deux, mais il y avait de l'écologie dans toute la SF en réalité. Et depuis le départ, je dirais que la science-fiction, elle est née au tout début du XXe, en tant que genre, hein, j'entends. On trouvera toujours évidemment des précurseurs et de la proto-SF, etc. Mais vraiment en tant que genre qui se reconnaît comme genre, c'est le début du XXe et c'est contemporain des premières théorisations écologiques, la notion de biosphère, la notion d'écosystème. Alors ça a mis longtemps à transfuser dans la SF. C'est pas totalement contemporain. Il aura fallu, je dirais, pour moi, la SF elle est devenue réellement écologique à partir des années 50, je pense. Pour que le décor des planètes étrangères, par exemple, devienne environnement. Des environnements à part entière qui existent pour eux-mêmes et pas dans la narration d'un roman uniquement pour faire joli ou pour que ce soit une série d'obstacles pour le héros, mais que l'environnement existe vraiment. Donc il aura fallu quand même que ça infuse lentement. Et voilà. Et donc la SF, je pense qu'elle est totalement indissociable de l'écologie depuis une bonne 50aine d'années maintenant. Oui, tout à fait. Juste peut-être pour préciser, parce qu'il y a peut-être des gens plus jeunes qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire exactement. Bon, et tu as cité Dune, évidemment, c'est le chef-d'œuvre de la science-fiction écologique. Hein. Je crois qu'on peut difficilement trouver plus performant dans ce domaine. Frank Herbert, c'était un homme qui travaillait pour la NASA et qui, justement, travaillait sur des programmes de survie pour des astronautes qui se retrouveraient perdus sur un astre qui ne connaissent rien. Et lui-même faisait de l'expérimentation sur lui, puisqu'il habitait aux États-Unis, près d'un lac, où il avait une maison, je crois qu'il avait construit lui-même, où il vivait en autarcie complète. C'est-à-dire qu'il avait mis des poissons dans ce lac qui permettaient aux canards qu'il avait mis autour du lac de manger les poissons. Lui, il bouffait les canards parce qu'il n'était pas végétarien, hein, bon, pas encore, il est peut-être devenu après. Il vivait, son énergie venait d'éoliennes, etc. Et il avait fait une tentative, mais qui a duré des années, de vivre selon les principes écolos en autarcie complète. Et donc c'était très intéressant évidemment quand il racontait ça au début des années 70. Je peux vous dire que ce n'était pas d'une tendance extraordinaire dans l'expérimentation scientifique. Et puis tu as évoqué la nouvelle science-fiction politique française. C'est un courant de la science-fiction qui a été le courant qui a relancé la science-fiction en France. C'est-à-dire c'est dans les lendemains de 68, un certain nombre d'auteurs qui avaient décidé de cesser de parler d'un futur fantasmé, mais de fantasmer sur le présent, sur notre époque, sur nos sociétés. Et donc ça s'exprimait bien parce que la principale collection de science-fiction à l'époque chez Lafon, qui était dirigée par Gérard Klein, s'appelait Ailleurs et Demain. Et Bernard Blanc, qui avait été un des moteurs de ce courant, il avait créé une collection qui s'appelait Ici et Maintenant. Slogan qui lui a été piqué depuis par, je sais pas, des socialistes, je crois, un truc comme ça. Et donc ça exprimait bien le changement que l'on voulait faire. Et donc il y a eu des revues comme ça. Moi à l'époque je dirigeais la revue Univers qui s'est beaucoup ouvert à cette tendance-là. Et c'est vrai qu'à un moment c'était très dominant dans la SF. Bon après, disons on va dire grosso modo, après le mouvement punk, ça a été la réaction réactionnaire on peut dire à ça. Et on est revenu des fois à une science-fiction spatiale, de conquête de l'espace, de technologique, etc. Et après il y a eu d'autres courants évidemment. Parce que c'est comme ça, il y a des balanciers. Mais il faut savoir qu'à cette époque, les tirages de la science-fiction en France étaient colossaux par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui. Moi, je faisais Univers chez J'ai lu, donc en livre de poche. Il y a des numéros qui ont dépassé les 50 000 exemplaires vendus. On a arrêté la revue parce qu'on était descendu au-dessous de 30 000 exemplaires. Aujourd'hui, on fait un pont d'or pour le refaire, évidemment. Et donc, ça a été une vraie vogue. C'est-à-dire que des gens qui
vraiment n'étaient pas du tout attirés par la science-fiction, ont lu de la science-fiction. Dune a eu un public bien au-delà de la SF, et plein d'autres auteurs qui d'ailleurs après ont fait des incursions eux-mêmes dans la littérature mainstream. Donc tout ça, ça s'est mélangé. Je pense à Jury, je pense à même Andrevon a fait ça. Bon, voilà. Donc ça, c'est un peu pour vous remettre les choses là-dessus. La politisation n'est pas étrangère, sans doute, même certainement, au succès de l'époque. Il y avait... c'était une période, comment dire, où les choses semblaient être indissociables, complètement indissociables. J'en reviens au fait que donc ces grands précurseurs, maintenant, le système imaginé dans Dune, on le retrouve dans des clés mainstream, dans des grandes productions hollywoodiennes. C'est-à-dire que quand on voit un monsieur seul sur Mars, obligé de déféquer pour s'alimenter, s'auto-alimenter, là, c'est une curieuse victoire en retard sur des problématiques qui ont été évoquées avec beaucoup d'avance et de clairvoyance. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le triste constat qu'on peut faire par rapport à la science-fiction, c'est que seules ces prophéties les plus noires semblent s'être réalisées. Tout ce qui a été presque imaginé de beau et de conquérant semble destiné à rester un vœu pieux, une utopie, tandis que toutes les disgrâces, la surpopulation, la malbouffe, tout ceci se réalise sous nos yeux et avec notre complicité active quelque part et toute notre résignation. De toute façon, ça a toujours été, je sais bien dans la vision vulgaire de la SF, on imagine on dit toujours que la science-fiction elle est là pour anticiper ce qui va se passer, etc. Mais ça arrive. C'est-à-dire que H.G. Wells, en 1912, il décrit la bombe atomique qui sera inventée 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard. Il y a des gens qui ont décrit Pearl Harbor 5 ans avant. Il y a souvent des choses comme ça, mais c'est des coïncidences parce que à côté de ça, ils ont imaginé 40 autres trucs qui ne se sont pas passés. Et dans certains cas, heureusement d'ailleurs. Un des exemples les plus frappants, tout le monde ou presque dans cette salle, on l'a eu sous le nez, on l'a vu venir, et pourtant en fait personne n'a parlé d'Internet avant qu'il ne se réalise véritablement. Il y a un bémol. Si, on trouve quand même des réseaux déjà dans l'ASF de l'âge d'or même. Donc non, ça a été quand même anticipé. Ça n'a pas forcément fait Flores, mais dans l'énorme corpus SF, on trouve à peu près tout. Mais bon, la SF, elle n'a pas vraiment vocation à être... c'est pas de la prospective, c'est de la prospective imaginaire. Donc nous, on n'a pas le rasoir d'Occam de la réalité. On peut se permettre... Notre champ d'expérimentation, il est au-delà du vraisemblable. Ce que ne peut pas faire justement la prospective sérieuse. Mais du coup, des fois, on tombe juste, pas forcément pour les bonnes raisons, mais des fois, l'histoire donne raison à la SF, alors qu'elle-même l'avait pas prévu d'une certaine manière. Je donne souvent l'exemple d'un roman de Paul Ekornblut qui s'appelait Planète à Gogo, Gogo avec un S, où il imagine donc une société ultralibérale. C'est la société de capitaliste dans son aboutissement total, on va dire. Et donc il y a des... et en fait, en le relisant maintenant, c'est hallucinant quand même le nombre de choses qu'il a vues. Par exemple, dans les personnages les passants sont assaillis dans la rue par des drones, en fait, des mini-hélicoptères, qui leur buglent des slogans, publicitaires dans les oreilles et qu'il faut être obligé d'abattre à coups de fusil. C'est l'équivalent des spams qu'on recevait pendant des années par dizaines par jour, je m'en rappelle. Maintenant, il y en a moins parce qu'il y a des filtres. Mais et finalement, d'ailleurs, et cette idée de drone qui arrive maintenant. Maintenant, on a ces drones. Rien ne dit que dans 20 ans, on n'aura pas effectivement des drones. Donc, il y a des choses. Et le bouquin a été fait en 1950. Donc, non, des fois, la SF, elle tombe très très juste. Et je me rappelle à une époque où la SF écologique était quand même très moquée, il faut le dire. Maintenant, tout le monde en fait, en fait. Même en littérature blanche, une partie des grands succès de la littérature blanche de ces dernières années, c'est de la SF écologique, en fait.
C'est incroyable de se dire ça d'ailleurs. Mais dans les années 70, c'était des zigotos, quoi. Ceux qui en faisaient étaient traités comme des zozos, quoi. Ouais, mais ils étaient même moqués, quoi. C'était pas sérieux. Et en relisant en fait des livres comme Utopie 75 ou des anthologies de l'époque, on trouve des trucs, que je trouve aujourd'hui absolument visionnaire. Par exemple, le brevetage du vivant. Eh ben, ça a été imaginé, mais très clairement, hein, dans une nouvelle qui détaille une société où le vivant est breveté. C'est très impressionnant, alors qu'on était loin de Crispar, quoi, encore. Voilà, donc non, en fait, on trouve, en fait, la SF, elle est beaucoup plus visionnaire. On se rend compte en fait qu'elle est beaucoup plus visionnaire maintenant. Alors maintenant, en plus, il y a des sites qui recensent justement les choses dans les vieux titres. C'est incroyable, quoi, le nombre de choses qu'elle a prévues. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est une littérature prophétique ni rien. C'est juste que, à force d'explorer les possibles, sauf Ron Hubbard, voilà, à force d'explorer le champ des possibles et juste d'y réfléchir un peu, en fait, on se rend compte qu'il y a des grands, il y a des auteurs qui ont su capter des grandes tendances. Voilà, des grandes tendances. Et nous sommes dans une période où on a énormément besoin de ça, parce que quand on regarde ce qu'est la littérature globalement en ce moment, c'est quand même une littérature où domine du roman, où il n'y a pas d'imagination, il n'y a pas d'imaginaire. C'est-à-dire que sur 10 auteurs, il doit y en avoir 7 ou 8 qui racontent leur vie. Et de manière caricaturale parfois. Je ne veux pas dire du mal de Christine Angot, mais c'est quand même un des modèles de tout ce que se met à écrire tout le monde, c'est-à-dire, voilà, elle est allée au supermarché, elle en fait un roman, elle couche avec un mec, elle en fait un roman, mais putain, mais son imaginaire, il est où ? Alors que la science-fiction, c'est exactement le contraire. Vous pouvez quasiment rien mettre de votre réalité parce que ça va jurer avec le reste. C'est-à-dire que si vous avez un type qui se déplace pour aller ne serait-ce que à 100 mètres, vous devez imaginer comment il se déplace. C'est-à-dire dans quel véhicule. Enfin, à 100 mètres, il va peut-être y aller à pied. Hein, mais disons que le moindre détail doit être imaginé. Il doit être cohérent avec l'ensemble du monde que vous décrivez. Et moi, je suis quand même pour un retour fort à l'imaginaire dans la littérature, parce que pour le moment, entre les romans historiques où tout le boulot a été fait par les historiens et les romans sur soi-même, et mon papa ne m'aimait pas, ma maman était méchante, mon grand-père essayait de me violer, machin. Oh, au secours, rendez-nous Dune, rendez-nous Van Vogt, rendez-nous Andrevon, quoi, vraiment. Ouais. Enfin, au secours, j'ai été violé par un alien, ça marche aussi, hein, dans la SF. Mais là où juste pour finir, c'est ça le lien majeur avec l'écologie. Parce que si vous faites de l'écologie politique, il vous faut tout imaginer aussi. C'est pas parce que vous allez intervenir sur un point qui vous paraît très important, par exemple la bouffe, etc., que vous allez vous en tirer en ne touchant pas au reste. Il n'y a aucune chance. Si vous mettez un doigt dans l'écologie, vous êtes obligé de la penser globalement très vite. Et donc là aussi, il faut de l'imaginaire et de l'imaginaire globalisant. Ça, c'est un lien très, très fort avec la science-fiction. Pour rebondir, oui, pour moi, le point commun de l'écologie et de la SF, c'est le décentrement de l'homme. L'homme dans la SF, même pas écologique du tout, l'homme est décentré. C'est une littérature du décentrement généralement. Ça met l'homme, ça resitue l'homme sur une petite planète dans un univers immense. Ça montre l'homme dans sa finitude. Dès le départ, hein, les premiers textes de Rosny Aîné montrent l'origine de l'homme et la fin de l'homme, qui est remplacé par une autre espèce venant d'un autre règne, etc. Donc ça montre l'homme comme une espèce déjà, comme une espèce animale. Et même dans la science-fiction urbaine, la technosphère est traitée comme une biosphère de remplacement. Donc ça montre en fait l'espèce de tampon qu'il y a entre nous et la nature, et les moyens soit de s'en affranchir, soit d'évacuer ça, soit de reprendre le contrôle d'une certaine manière. Et donc voilà. Donc je trouve aussi que le point commun, moi je trouve, hein, de la SF et de l'écologie, c'est ce décentrement de l'homme. L'homme n'est pas le centre du système. C'est pour ça que j'ai toujours
considérait que la SF n'était pas humaniste au sens étymologique du terme. C'est-à-dire qu'il ne met pas l'homme au centre du système, il le met dans un tout plus vaste, et c'est une littérature de l'exploration de cette interface entre l'homme et l'environnement. Et du coup, ça permet de désactiver certains mythes liés justement, certains mythes écologiques, par exemple Gaïa, etc. Quelque chose qui se guérirait tout seul. En situant l'homme comme un acteur majeur, ça montre... c'est une vision très très réaliste en fait. Voilà. La SF, elle est pas dans le mythe à ce niveau-là. Elle est vraiment dans le réalisme. Tout ça, c'est l'aspect anthropocène, on va dire. Oui, de la. Oui. Ah oui, absolument. Et, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, pour en venir au discours de rendez-nous Van Vogt, rendez-nous. C'est vrai que oui et non en même temps. C'est-à-dire que moi je peux trouver même des points d'intérêt quand Madame Angot, pour ne pas la nommer. Elle a Exemple, je lui en veux pas particulièrement. Non, je sais bien, et moi-même, c'est-à-dire que si entre deux misères... Si elle sait ce que j'ai dit, elle va en faire un livre. Bon. Si il lui arrive entre deux misères, et il lui arrive de décrire une scène où elle va à son petit marché bio et elle s'achète, c'est toujours ça de prix, hein. C'est bien. Et puis en même temps, la liberté, on va dire, dont jouit l'auteur de l'imaginaire, effectivement, elle est irremplaçable, elle est unique, elle n'est pas forcément reconductible à une rigueur extrême des choses. C'est-à-dire que moi, j'ai mon bac littéraire et j'ai un astronef à propulser et je vais décider unilatéralement que le vaisseau va à la vitesse exacte dont a besoin l'auteur pour aller d'un point à l'autre. Après, donc, il y a un courant effectivement beaucoup plus sérieux dans la science-fiction qui va essayer de mettre une couche de science et de vraisemblance dans tout ça. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, hein. Peut-être que mon camarade est beaucoup plus doué dans le domaine. Une des caractéristiques de ce qu'on a appelé la nouvelle science-fiction française aussi, c'était que elle a vécu comme dans des courants à peu près équivalents qu'il pouvait y avoir en Angleterre, le moment où la science-fiction s'est ouverte à l'ensemble des sciences et plus uniquement aux sciences dures. C'est-à-dire que jusque-là, la science-fiction, elle travaillait sur l'astronomie, sur la physique, sur sur les mathématiques même, donc sur des choses très... en tout cas, qui se pensaient comme un peu immuables, un peu bon. Et à cette époque, donc les lendemains de 68 et un peu avant, hein, parce que je pense à une revue très importante qui a été New Worlds en Grande-Bretagne et qui était juste avant, c'est que d'un seul coup, elle s'est ouverte à la sociologie, elle s'est ouverte à l'ensemble des sciences humaines, à l'histoire, bien entendu à l'écologie, et que ça a complètement renouvelé le genre. Et ce sont des sciences où les certitudes sont évidemment absurdes, puisque c'est en mouvance perpétuelle. Ça a d'ailleurs bousculé les sciences dures aussi, parce qu'on s'est aperçu qu'elles n'étaient pas plus solides après. Mais disons que c'est vrai que ça a apporté un souffle nouveau, ça a apporté des auteurs qui venaient d'un autre monde que beaucoup d'auteurs américains qui avaient eu une expérience scientifique souvent forte. Là, c'était des gens qui venaient de toutes sortes d'univers, et ça a été très très riche comme période, très très riche. Alors, je suis un peu en désaccord avec toi. Je suis pas sûr que la SF était que le courant réellement scientifique de la SF ait été prépondérant à un moment. L'époque Gernsback et après, jusqu'à la guerre. Oui, mais oui, alors il faut remonter vraiment très 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 loin. Une SF qui est plus lue du tout aujourd'hui. Mais l'école Campbell, où il exigeait quelque chose, mais c'est vraiment une SF d'avant la Deuxième Guerre mondiale quand même. Ça fait quand même longtemps que la SF elle s'est affranchie quand même du scientisme, il me semble. Et dans les années 60. Et une bonne partie de la SF, en fait, même aujourd'hui, hein, reste peu scientifique en fait. Je veux dire, où les enjeux ne le sont pas du tout. Et la SF scientifique, c'est un sous-genre, ça s'appelle la hard science.
Mais en fait, l'art science, quand vous comptez le nombre de titres, elle est très minoritaire en réalité. Ah oui, ça c'est Quand clair. on voit le nombre de space opéra d'anticipation qui ne sont pas scientifiques du tout, en réalité c'est un genre plutôt minoritaire. Mais en même temps, c'était bien d'explorer des formes scientifiques qui n'avaient pas été. J'ai oublié de citer la linguistique, par exemple, qui a joué un rôle fondamental. Je parlais de l'histoire avec ce genre un peu, ce sous-genre qu'on appelle la rétrocipation, c'est-à-dire quand au lieu de plonger dans le futur, on plonge dans un passé alternatif. Bon, voilà, c'est vrai que ça a énormément enrichi le genre et ça a stimulé l'imaginaire. Écrire de la science-fiction à cette époque-là, c'était prendre un pied extraordinaire parce que tout devenait possible alors qu'on n'avait pas l'impression que ça l'était avant, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des supports, il y avait des revues, il y avait des éditeurs, il y avait des collections. Et donc d'un seul coup, on disait bon, on peut y aller, alors on y va, quoi. Donc, alors que maintenant, c'est un peu plus difficile quand même. Bah, oui, c'est peut-être plus difficile, mais on peut. Oui, oui, il y a moins de support, mais on peut, euh, grâce au courant, on va dire, dont parlait Laurent, c'est-à-dire celui qui est un petit peu, qui a franchi d'une certaine manière, mais et tout à fait respectueusement, on va dire, de la vraisemblance scientifique. À partir du moment où on se laisse aller, il y a moyen, il y a quand même moyen de trouver des thématiques et de s'amuser avec. Je ne veux pas faire un exemple et porter de l'eau à mon moulin, mais en ce moment, je suis en train de travailler sur une nouvelle où j'imagine une intelligence artificielle et bien tout simplement, les hommes, le but actuel, il y a ce courant transhumaniste qui cherche l'augmentation permanente, on essaie de s'augmenter, de perdurer, de s'améliorer, d'être performant, d'être beau. Et j'ai cette intelligence artificielle qui s'emmerde foncièrement depuis qu'elle a acquis la singularité et elle aimerait bien se diminuer. Elle essaye de se diminuer, voilà, pour savoir. De même, je ne sais pas, bah tiens, puisqu'on est dans un salon, on peut très bien imaginer une intelligence artificielle qui aurait à cœur de devenir végane, par exemple, parce qu'elle en a marre des choses comme ça. Donc, il y a encore des champs à explorer. Alors peut-être on est dans des micro-niches, peut-être d'aucuns ont bénéficié d'un véritable âge d'or, ça le temps nous le dira. C'est un petit peu effectivement ce qu'on soupçonne, mais c'est pas encore dit, c'est pas forcément Disons dit. qu'aujourd'hui, on vit dans un univers qui est déjà tellement science-fictionnesque en lui-même est-ce qu'on va en lire beaucoup de gens se disent je ne veux pas en lire maintenant. Et tous les jours, ce qu'on nous annonce à la télé, c'est tellement incroyable, tellement inattendu, ou tellement attendu qu'on ne pensait pas que ça arriverait. Bon, voilà. En fait, la SF, elle a infusé dans la culture populaire depuis tellement longtemps maintenant qu'elle fait partie. C'est vrai que je pense qu'il y a plus. Est-ce que la SF, labellisée SF, est encore nécessaire? Je pense qu'elle est nécessaire parce que ça permet d'avoir une sorte de littérature de crête, vraiment d'avant-garde, mais elle a déjà infusé dans la. Je sais pas, on a Houellebecq, on a Dantec, on a Dariussec, on a des auteurs qui ont un grand lectorat, qui a un lectorat qui n'a rien à voir avec la SF en plus, et qui fait passer des tropes de la SF, des thèmes de la SF. Donc, et puis même, il suffit de regarder une pub ou un film, enfin, on a la SF, elle est partout. Oui, le cinéma joue un rôle majeur dans la mesure où l'arrivée des effets spéciaux numériques, disons, avec toutes les technologies modernes qui permettent des effets spéciaux hallucinants, évidemment, la SF ne pouvait être que dominante dans ce genre de truc, puisqu'on pouvait tout réaliser, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, quoi. Et donc, dans l'imaginaire des gens, tu parles de la pub, par exemple, bon, c'est évident que, voilà, ils auraient tort de s'en priver. Ça, c'est surtout valable, on va dire, pour le courant de la science-fiction, celui space opéresque. On va dire, parce que pour le reste, et du cyberpunk, et du cyber. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Pardon. On est dans un imaginaire cyberpunk totalement assumé maintenant. Alors, ce qui n'est pas forcément très écolo, hein, cela dit. Mais en même temps, le cyberpunk c'était intéressant. Parce que dans le rapport entre l'homme et la nature. Parce que ça montrait. C'était un futur suburbain, en fait.
le cyberpunk. C'est une infinité, quand on regarde les textes de cette époque-là, des années 80, c'était des textes qui montraient un futur totalement suburbain, très gris, avec une nature qui a quasiment disparu. C'est Blade Runner, c'est vraiment c'est un futur à la Blade Runner ce que ça décrit. Et ça décrit l'environnement technologique comme la seule alternative de remplacement à la nature en fait. Donc c'est intéressant ça. Il n'y avait même plus de jugement en fait dessus. C'était juste un élément un constat, un élément de l'environnement urbain avec lequel l'homme était condamné à accompagner ça, quoi. Vous voulez peut-être poser des questions à l'un, l'autre ou aux trois? Oui, je vous en prie. Oui, je te reconnais. Par contre, je t'entends pas parce que je suis sourd, mais parle fort. L'environnement, c'est un truc scientifique, de technicien. Je suis ravi que des techniciens, des politiques, des trucs prennent en compte la dimension environnementale. Je ne suis pas contre ça. Mais je pense que ce n'est pas le cœur de l'écologie. Le cœur de l'écologie, c'est l'émergence d'une pensée écologiste à partir du moment, fin du XVIIIe siècle, où la pensée économique, via par révolution Cromwell, la guerre d'indépendance et la Révolution française, ont pris le pouvoir sur le pouvoir théologique avant, lien Église. Et on voit en même temps, face à cette prise de pouvoir de l'économie, dans la littérature, dans les arts et dans la pensée, l'émergence d'une autre pensée. Déjà, on l'a chez Rousseau, où il y a déjà un peu l'émergence ça existe, et il y a surtout, et c'est le fondement au sens de la pensée écologiste, dans le mouvement du romantisme. C'est le romantisme en littérature et dans les arts, et dans tout le XIXe siècle, toute la poésie qui était contre cet envahissement de l'économie, qui est le fil conducteur de l'écologie. Alors moi, personnellement, quand j'avais des contacts, on militait ensemble avec Yves, la science-fiction, c'était un domaine qui m'était un peu étranger. Je n'avais pas un gros intérêt, à part parce que j'ai une formation au cinéma, à part un certain nombre de films de référence, je n'avais pas un gros intérêt. Or, je m'y intéresse depuis quelques années parce qu'en fait, je m'aperçois rétrospectivement que le courant de ce qu'on appelle la SF, ça fait partie bien de ce courant de littérature fantastique, proche de la poésie, qui a traversé tout le XIXe siècle, qui passe par le surréalisme et tout ça. Donc voilà, donc je voulais simplement savoir ce que vous en pensez, si je suis complètement délirant à côté de la plaque ou s'il y a une réalité. Et la deuxième chose que je voudrais dire qui va dans le même sens, c'est pour l'histoire de Madame Angot. Non mais attendez, c'est devenu un running gag. Sur un projet, j'ai écrit quand même un certain nombre de textes comme ça, où je décris la réalité technique dans laquelle je décris quelqu'un qui conduit sa voiture, je décris quelqu'un qui va au supermarché. Et en fait, il y a la question d'imaginaire bien sûr, mais en fait, c'est en décrivant le réel technique dans lequel on vit qu'on devient, qu'on s'aperçoit que c'est de la science-fiction. Et donc cela renvoie, c'est ce que j'essaie de faire, à un réel à construire qui serait un réel spirituel, un vrai réel. La pire science-fiction que je connaisse actuellement, c'est tout ce qu'on appelle sur le réchauffement climatique et l'effet de serre. Alors voilà des gens, des scientifiques, des économistes, des politiques, on est bien placés nous, écologistes, militants pour le savoir, qui pendant des années, pendant un siècle, ont fait un système qui est arrivé à la pollution que l'on est, qui maintenant prétendent, par un super progrès de la science, résoudre tous ces problèmes et revenir comme on était avant. C'est un projet complètement de... Moi, ça m'étonne qu'il n'y ait pas un auteur de science-fiction qui présente la COP21 comme un truc de science-fiction. Bon, je vous laisse répondre. La SF, elle n'a pas de discours monolithique dessus. Vous allez trouver de tout au niveau du positionnement idéologique.
Ce que fait la SF, c'est c'est une littérature conjecturale. C'est-à-dire qu'elle va prendre un objet, un thème, le réchauffement par exemple, et puis elle va le tordre pour le faire apparaître sous un jour nouveau. Par exemple, elle va se projeter dans le futur, dans par exemple 100 ans, ou 1000 ans, ou 1 million d'années. Et puis elle va regarder, elle va faire des hypothèses sur ce qui se passe. Et si, la science-fiction c'est ça, c'est la littérature du et si. Et si le réchauffement climatique avait abouti à un réchauffement de 15 degrés au lieu de 3. Voilà, c'est des choses comme ça. Il y a par exemple un roman de John Barnes qui s'appelle La mer des tempêtes, un livre qui date des années 90, où il imagine que suite à un réchauffement brutal dû à un dégazage de la glace de méthane là, qu'il y a dans le... Non, sous l'eau, sous-marin, de la glace de méthane, ou du gel, enfin du méthane solidifié, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, une sorte de matière blanche. Et donc suite à ça, il y a une augmentation de vraiment pas mal de degrés en quelques années seulement, et une sorte de tempête stable, qui s'appelle la mer des tempêtes, s'installe au sud du Pacifique et génère des tempêtes tout autour d'elle, un peu comme la grande tache de Jupiter, vous voyez, qui est une tempête stable qui génère des tempêtes autour et qui ravage la Terre entière en fait. Donc c'est une Terre soumise à des tempêtes. Donc ce que fait la SF, c'est qu'elle va prendre comme ça un élément qui soit dans notre cas c'est écologique, mais ça peut être elle tape tous azimuts, on va dire. Et elle va des fois pousser le curseur très très loin. Voilà, en fait c'est ça. C'est si par exemple ce qu'avait fait John Brunner, c'est sur la surpopulation, tous à Zanzibar. Imagine une terre absolument surpeuplée d'humains. Et à Ballard avant, dans ses premiers romans catastrophistes, où il prenait tous les... Bon, il prenait un coup la tempête, un coup la montée des eaux, un coup voilà. Bon, tu vois, chaque roman... Sécheresse, voilà. C'est le réchauffement, justement. Et donc voilà, en fait c'est ça, c'est la science-fiction, ce qu'elle fait, elle va pas forcément, et c'est pas là qu'elle est forcément la plus intéressante quand elle tape frontalement, c'est quand elle va prendre un thème, elle va prendre quelque chose qui est pas forcément visible au quotidien et qu'elle va s'en emparer, qu'elle va changer la lumière, on va dire, l'éclairage, qui va plus être réaliste, mais qui va être dans la spéculation justement, et pour nous le faire apparaître de façon nouvelle. Ça nous force à réfléchir. C'est l'intérêt de la SF, elle est là en fait, dans le développement d'un thème. C'est qu'elle nous force à réfléchir en montrant l'objet tel comment on l'a jamais vu en fait. Une autre question là. Tu voulais pas poser une question ? Alors, c'est des micros avec des fils. Pas forcément besoin de micro, mais en fait c'est pas une question, c'est une information sur un journal qui ressort, qui s'appelle La Gueule Ouverte. Absolument. Et donc La Gueule Ouverte, je vais pas raconter l'histoire de La Gueule Ouverte, ça va être trop long, mais juste un peu, pas du tout par hasard, il se trouve que collabore à ce journal un auteur qui s'appelle Jean-Pierre Andrevon, dont vous avez parlé, et qui a écrit donc un texte sur justement les littératures de l'imaginaire et l'écologie.
qui est là-dedans. Donc, et puis qui a fait aussi ce magnifique dessin, parce qu'il dessine aussi, enfin il fait tout. Voilà. Et donc, moi, bon, dans la mesure où je suis un des promoteurs de ce journal, je ne suis pas vraiment étonné qu'on retrouve écologie et science-fiction dedans, parce que tout ce que vous avez dit, je le partage en gros. C'est-à-dire, puis j'ai connu un peu la période d'alerte avec Bernard Blanc, ce genre de choses. Donc, nous, on va tout faire pour que tout ça revienne à l'avant de la scène, parce que ça nous paraît effectivement très important. On publie aussi un petit feuilleton qui s'appelle Déluge et qui est tout à fait dans le courant, c'est le cas de le dire. Donc un petit feuilleton qui veut parler aussi de l'ici et maintenant, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc on a un stand, n'hésitez pas à y passer, on vous expliquera tout le reste. Merci. Et la question oui, tout à l'heure sur le fait que donc il faudrait traiter les organisateurs de la COP 21 comme des gens qui sont très en retard et qui abordent la chose. Oui, oui, d'une part c'est vrai, mais d'autre part peut-être effectivement il faut pas reposer tant d'espérance dans la science-fiction. À la fin, dans la politique. Voilà, il n'y a pas de côté prophétique. Dans le meilleur des cas, il y a le côté lanceur d'alerte. Il y a le côté lanceur d'alerte, on va dire. Ça peut aller de 1984 à... Je sais pas, moi, on parlait de cinéma tout à l'heure. Comment il s'appelle déjà le film Soleil Vert. Des trucs comme ça, voilà. Donc, alors, Soleil Vert ne s'est pas réalisé. On n'en est pas encore à être ramassé à grands coups de pelle dans la rue et à manifester pour avoir un quignon de pain verdâtre. Mais... le problème de la surpopulation, lui, effectivement, il arrive, quoi. Oui, mais c'est ça en fait, c'est ça. Ça n'a pas besoin d'être. Enfin, ça tape juste quand même. C'est ça qui est marrant. C'est que de montrer par exemple que finalement les hommes finissent par se dévorer sans le savoir, puisqu'en plus c'est caché. Ben, en fait, c'est pas autre chose que les farines animales, ce que subissent en fait les animaux de batterie, qui finissent par bouffer les restes non consommés de leurs congénères. Et en fait, c'est ça. Ouais, Soleil vert, c'est ça. Les véganes vont avoir du mal. Ça n'a pas besoin d'être... Ils ne pourront pas se bouffer entre eux. Oui, voilà, en fait, c'est juste, ça n'a pas besoin de taper exactement au centre de la cible pour être pertinent. Ça peut être, on peut faire la transposition de Soleil vert avec le monde d'aujourd'hui. Il est très facile. C'est juste que c'est pas des humains, c'est des animaux dans la réalité. Mais ce qui rend le Soleil vert, pour le coup, encore plus intéressant, j'allais dire. Mais et des trucs comme ça, il y en a plein. Il y a le film Silent Running de 72 de Douglas Trumbull. Oui, en fait. C'est écolo parce qu'en plus, il y a le rapport entre économie et écologie. Enfin, économie et préservation de la faune. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi les vaisseaux, donc la Terre a été entièrement bétonnée et on a mis les quelques réserves qui restent de vie sauvage, on va dire, dans des vaisseaux, des dômes, dans des vaisseaux, voilà. Voilà, exactement. Bon, c'est un peu le bois de Vincennes, mais ça, on va dire que ça fonctionne. Mais en fait, c'est trop cher. C'est trop cher et donc les vaisseaux doivent être récupérés pour devenir des vaisseaux marchands et les dômes doivent être précipités dans le soleil. Alors bon, scientifiquement ça tient pas trop la route, mais on s'en fiche un peu parce que là on est vraiment dans la parabole pour le coup. Oui. Mais on s'en fiche, c'est la parabole qui compte. C'est que en fait ça devient trop cher même les quelques animaux qui restent et les quelques plantes qui restent sont trop chers à entretenir et on les fiche en l'air, quoi. Donc, je sais plus ce qu'il y a comme autre œuvre au cinéma de SF écologique marquant. Il n'y a rien qui me vient en dehors de. Ouais, qui n'était pas franchement écolo en plus. C'était branché plutôt sur l'aspect religieux, en fait. Mais il y en a quand même pas beaucoup. Mais c'est pas très écolo, ça. Le rapport avec l'écologie. Non. Oui, il y a les Miyazaki en dessin animé, il y en a davantage. Alors les Japonais, ils ont un rapport en plus quasiment animiste à la nature qui fait que la SF est... Moi j'en ai un, mais il est
j'en ai un, mais il est également post-apocalyptique. Ce serait Malville. Ah oui, oui. Ah oui, Malville. Donc là, effectivement, il faut retourner au champ, hein, obligé. D'autres questions? Ah oui. Est-ce qu'il y a des constantes dans les changements spirituels ou les changements intérieurs de mentalité des hommes projetés dans des situations de science-fiction, donc liées à l'écologie? Parce qu'on parle beaucoup de serres qui seraient recréées pour sauver les animaux, de changements extérieurs. Est-ce que on retrouve des traits marquants concernant des changements de mentalité ou des changements d'ordre anthropologique? Je sais pas trop. Il y a, dans Gandhar décrit d'Andrevon, il décrit une utopie écologique. Il y a quelques utopies écologiques, donc avec les changements de mentalité qui vont avec. Maintenant, dans la SF, oui, en fait, c'est plutôt dans la nouvelle qu'on trouve des choses, ou juste, par exemple, il y a les thèmes de la symbiose. Des hommes symbiotiques, par exemple, qui vont être symbiotes avec un élément d'une nature étrangère, et qui va induire des changements de comportement ou des changements de mentalité. Ça, il y en a beaucoup. Donc oui, on en trouve. Alors, il faudrait rentrer dans le détail pour le coup. Faut pas oublier que les héros enfin, les personnages, je ne peux pas dire les héros, les personnages des ouvrages de science-fiction ne sont pas forcément humains. Moi, j'ai fait un bouquin de science-fiction écolo qui s'appelle Tongres, qui est un univers où c'est des êtres qui n'ont rien à voir avec les êtres humains, mais où manifestement l'humain un jour s'est posé et a créé une grande catastrophe. Et ceux qui se sont crachés là se sont planqués sous la terre. Bon. On n'en entend plus parler. C'est l'endroit tabou, faut pas aller, quoi. Et une des conséquences, c'est que ça réduit drastiquement la durée de vie des êtres qui vivent là. Les Tongres vivent une vie très très courte, qui change complètement évidemment leur rapport à la vie et leur donne une espèce de sentiment très très nostalgique, un peu désabusé. Voilà. Mais enfin, c'était qu'une des idées du bouquin, parce qu'il y avait d'autres idées sur lesquelles l'écologie peut se pencher. Par exemple, c'est un peuple où il y a des mâles, des femelles et des neutres. En ce moment, ça serait top actualité. Hein. Sauf le bouquin a été écrit en 83. Bon. Et que c'était un livre pour la jeunesse. Et on voit un couple, c'est un homme, une femme, un neutre. Et oui, mais non, c'est pas un trouble, c'est plus compliqué. C'est un couple où il y a un neutre. Bon. Et comme dans certaines langues où tu as le masculin, le féminin, le neutre, et pas chez nous, ce qui nous provoque beaucoup d'emmerdement en ce moment, hein, parce qu'on n'aurait pas tous les problèmes qu'on évoque dans la presse. Et notamment, il y a quel est le rôle du neutre dans la naissance de l'enfant. Donc, quand on a une petite idée, on se dit tiens, ça c'est marrant comme idée, je vais la mettre. Elle vous entraîne dans une espèce de couloir de conséquences qu'il faut gérer, qui sont très intéressantes. Et ce livre, on m'a fait remarquer après que les 4 plus grands tabous de la littérature jeunesse, je les avais cognés. La mort, parce qu'il y en a un qui se suicide, il y avait la mort, le suicide, la naissance, le couple à 3. On ne peut pas faire pire. Bon, le truc est paru chez Gallimard et a eu les 2 grands prix de la littérature jeunesse. Bon, comme quoi. C'est quand même... Donc, en tout cas, moi, mon propos, ça avait été de faire un livre quand même très écolo là-dessus, et que la philosophie de cette culture des Tongres était elle-même extrêmement écologique. C'est-à-dire, bon, c'était des êtres un peu animaliers, hein, des espèces de centaures, et leur environnement faisait qu'ils ne pouvaient être qu'écolos dans leur pratique. Voilà, c'est vrai qu'en 83, c'était pas trop encore. Ça commençait à être la tendance quand même. J'étais un peu minot, mais, mais oui, sûrement. S'il y a un éditeur dans la salle, j'ai récupéré les droits, on peut le rééditer. Retape numéro 2, et encore un petit drone qui passe.
peut-être je me trompe, mais est-ce que peut-être votre question était un petit peu plus insidieuse qu'il n'y paraissait? Est-ce qu'elle s'adressait également à l'auteur? Est-ce que l'auteur finit par comment dire, subir des modifications comportementales en fonction de ce qu'il écrit? Eh bien, la réponse me semble être clairement je ne sais pas. À titre personnel, oui. Après, ça va. Oui, il y a des livres. Ça va des grandes convictions aux petits gestes, c'est-à-dire que l'omniprésent donc Andrevon il ferme le robinet quand il se lave les dents, des conneries comme ça, des petits trucs qui vont faire les tailles. Et puis à côté de ça, il y a les grandes résolutions personnelles. Et puis alors, pour ceux qui réussissent carrément à créer un peu de prosélytisme, oui, c'est pas, rien n'est vain, même si rien n'est totalement utile. On écrit des fois des livres qui nous transforment, c'est sûr. As-tu un on n'est livre plus qui t'a pareil transformé après les avoir terminés. Les livres qui m'ont transformé. Oui, c'est Dune quand même, à la base. Je veux dire, on est au cœur quand même de la pensée. Nos propres livres, nos le fait propres livres. d'écrire un livre peut aussi te transformer. Les livres des autres, évidemment. Je sais pas trop. J'essaie de pas y réfléchir en fait. Vaut mieux être dans l'action plutôt à ce niveau-là. Parce que vaut mieux éviter de réfléchir trop sur ses propres failles, parce que sinon elles risquent de s'agrandir. Mais oui, voilà, exactement. On peut voir comment une pensée évolue. Et celle de Herbert était intéressante tout au long de Dune, parce qu'il a pour le coup une constance remarquable au cours des 6 volumes. Enfin, ça évolue très très bien, je trouve. Moi, pour ma part, je saurais dire, vaut mieux un regard extérieur à ce niveau-là, en fait. Je pense. Voilà. Mais moi, en tout cas, il y a une ESF, ce que je disais tout à l'heure, il y a une ESF écologique, mais la SF, elle est intéressante écologiquement, même pour les œuvres qui ne le sont pas. Et par exemple, moi, une œuvre qui a joué un grand rôle, c'est No de Stéphane Vull, et plusieurs romans de Stéphane Vull, qui est un auteur des années 50, un auteur français des années 50. Et il avait une façon, il était tellement habité en fait par ce qu'il écrivait, que quand il décrit des environnements étrangers, ils sont d'une telle beauté en fait que ça m'a frappé, et je me suis mis à observer en fait la nature, parce que j'avais été assez émerveillé par la façon dont il décrivait une nature qui n'existe pas. Voilà. C'est Jack Vance qui fait ça aussi. Et Vance, voilà, oui. C'est vraiment l'équivalent. Ouais. Il y a une question par là-bas. Je sais pas si c'est une question du coup, parce que alors dans Blade Runner, je suis pas sûr qu'il y ait ce côté retour. Je pense que c'est juste une sorte de constat et un rapport entre simulacre et original. La nature, c'est une des caractéristiques de Dick. C'est quand il n'était pas écologiste du tout, Dick. Hein. Mais quand pourtant, il traite, pourtant il a eu des idées qui ont. Ouais, mais quand il traite par exemple de la disparition de la nature. Enfin, quand dans ces dystopies, la nature a été décimée et qu'il y a donc qui ont été remplacés par des animaux artificiels, tous les animaux dans Blade Runner sont artificiels. C'est juste une autre manière pour dire que l'univers est truqué.
mais pas spécialement que il n'y a pas un regret fondamental, je pense. La nature, elle est juste absente en fait, je pense chez Dick. Mais pour le reste, oui, vous avez raison. Oui, bien sûr. Mais il y a un côté néoludite. Il y a un côté néoludite dans chez un certain nombre d'auteurs. Alain Damasio, par exemple, un auteur français contemporain, il a un discours très clair sur le rapport que l'homme doit avoir avec la technosphère, en particulier ce qui est de l'ordre du numérique. Bah, c'est une nostalgie qui tout ceci est assez reconductible à la politique, j'ai l'impression. Cette nostalgie, elle va la science-fiction, c'est démarxisé, tout comme le paysage politique. Il y avait une vocation. Je ne rentre pas dans le discours du fait qu'on soit dans le bien ou dans le mal, mais il y avait une vocation à maîtriser la nature, à ce que l'homme prenne le dessus, à ce que... Ça a été l'obsession du christianisme, puis effectivement de tous les mouvements socialistes, marxistes, etc. Et c'est encore celui de beaucoup de partis politiques. Alors c'est peut-être la barbe, tu devrais peut-être te raser. Parce que... Oui. Non, mais c'est vrai que l'idée de maîtriser la nature, c'est la base même pratiquement de toutes les grandes civilisations. Oui. Alors que les petites civilisations, souvent, sont celles qui disent non, il faut vivre avec la nature puisque nous en faisons partie. Oui, alors, et là, on est en plein dans le discours écolo. Et manque de bol, les premières ont toujours systématiquement le dessus sur les secondes. Et là, maintenant, nous en sommes peut-être à un moment où le doute s'installe. Et nous avons eu une forme de croissance qui maintenant ne nous satisfait plus, d'une part parce qu'elle est très mal répartie, et de l'autre parce que nous nous heurtons à toutes ces problématiques de finitude. De finitude, comme je le disais au départ, voilà, à notre petite planète, là on n'est pas près de la quitter, les ressources sont ce qu'elles sont, en plus on est en train de transformer l'ensemble en cocotte minute, donc oui, évidemment on a envie de la cabane au fond du jardin, et ça, c'est probablement lié à notre biologie intime. Mais c'est vrai qu'il y a une science-fiction assez nostalgique, hein, clairement, et une façon de montrer... quand on va dans l'espace, je parle d'un sous-genre de la science-fiction qui s'appelle le space opéra, qui est tout ce qui se passe finalement hors de la Terre, et c'est ailleurs et demain, s'il fallait résumer ça en deux mots, c'est-à-dire des aventures, enfin des histoires qui se passent sur d'autres planètes ou dans l'espace, dans un futur plus ou moins lointain, mais en tout cas coupé du monde contemporain, en tout cas. Voilà. C'est pas un récit du futur proche, pas du tout. Et donc ça va de Star Wars à Avatar, vous voyez. Même si Avatar c'est quand même assez proche de nous quand même. Mais bon, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples. Oui, voilà. Ou Dune, c'est du space opéra, c'est un planète opéra plus exactement, mais c'est du space opéra. Et donc quand on imagine d'autres planètes, d'autres environnements comme ça, du coup un univers ouvert, du coup, donc susceptible d'être colonisé. D'ailleurs, le mot est significatif. Il y a cette nostalgie probablement d'une innocence écologique perdue, qui est que jusqu'aux années 60, on va dire, 70, on pouvait ne pas penser aux conséquences sur... une activité humaine pouvait dégager des conséquences à court, moyen ou long terme. Aujourd'hui, il y a la conscience, enfin, l'anthropocène, le fait même que ce mot-là soit rentré dans le vocabulaire, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'irrémédiable dedans. On est dans ce... On a incorporé le fait que l'homme est le facteur écologique majeur sur cette planète. Plus que la position de la Terre par rapport au Soleil ou son inclinaison. On a une incidence concrète et à un niveau réellement global, quoi. Donc on est d'ailleurs pas, enfin je veux dire, faut lutter pour imposer ça même au niveau des faits, hein, puisqu'il y a des négationnistes de ça, et il faut pas, enfin
celui qui gouverne la plus grande puissance mondiale encore est dans ce camp-là. Hein. Enfin, je veux dire, a été soutenu par ces gens-là et représente ces gens-là. Je suis Donc, totalement fasciné par cet Américain qui a financé l'envoi d'une fusée pour prouver que la Terre est plate. Absolument extraordinaire, ça. Ça, qu'on vive ça aujourd'hui, tu vois, c'est waouh. Non, mais c'est un zozo. Ce que j'espère, hein, c'est qu'il va le prouver. Ouais. Parce que ça changera notre vision de... Hein, voilà. Oui. Alors en fait, on leur avait pas demandé. On leur avait pas demandé. C'est eux qui l'ont fait. Qui était C'était une écrivaine en fait qui avait. Il y a eu d'abord les contres. En fait. Oui. Ça a été une page qui a été achetée, je sais plus dans le New York Times, je crois, ou je sais plus dans quel magazine, d'une liste une cinquantaine d'auteurs, je crois, peut-être même plus, mais avec des grands noms dedans. Voilà, il y avait qui y avait dans les contres. Ouais, il y avait plein de gens. Farmer, Philippe José Farmer, il était dedans. Enfin, il y avait des grands. Et puis, du coup, dans l'édition suivante, il y a eu la réaction, justement, des auteurs, dont il y avait Heinlein, il y avait Van Gogh, oui, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de guerre au Vietnam, alors bon. Mais ça aurait pu se faire pour les guerres contre l'Irak, ou ça aurait pu se faire à ce moment-là, quoi. D'ailleurs, ça peut se faire sur n'importe quel sujet de société aussi. Oui, sauf que sans doute. Alors, je sais pas si on a. Alors, c'est un peu. Je sais pas si la société actuelle prendrait en compte ça. En fait, on était dans un état de société, je pense, qui a disparu. On est une société qui est très fragmentée. Peu importe ce qu'on peut dire pour la plupart des gens. On était j'allais dire, le fait même qu'il y ait ce qu'on appelait le mainstream et l'underground, ça prouvait bien qu'il y avait une sorte de norme qui était globalement consensuelle, à laquelle on pouvait s'opposer, mais qui faisait consensus au niveau de la réalité. À l'heure actuelle, la société s'est tellement fragmentée que finalement, oui, ça pourrait se faire, mais la plupart des auteurs se diraient ouais, et alors à quoi de toute façon on ne convaincra personne. On est dans des bulles idéologiques à l'heure actuelle très fermées les unes aux autres, avec en réalité assez peu de perméabilité, moins qu'avant, mais c'est parce qu'avant il y avait un courant mainstream très fort. Voilà, on s'est fragmenté. Alors d'une certaine manière, la communautarisation, c'est aussi le résultat de progrès politique en même temps. Ça a permis de s'affirmer. Mais là, comme on est dans une période régressive, probablement due à l'économie d'abord, et donc tout le monde s'est crispé un peu sur ces trucs. Maintenant, le fait comme ça de faire des prises de position publiques, ça a moins d'impact que ça a pu avoir à une époque. Si tant est que ça a eu un impact hein, à l'époque, le fait que des auteurs de SF se prononcent pour ou contre la guerre du Vietnam, sincèrement, ça a intéressé surtout la communauté SF et puis c'est tout. Hein. Par contre, il y a un mainstream en économie. Hein. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, pour situer, pour ceux qui ne savent pas, c'était lors d'une convention. Alors, il y a une convention qui s'appelle la Convention mondiale de science-fiction, qui est principalement américaine, organisée par les Américains, qui se passe les 2 tiers du temps à l'intérieur du territoire américain, mais des fois, ils vont en Angleterre, ils vont à droite à gauche quand même, de temps en temps en Europe et voilà, en Finlande. Et donc, alors, c'est une communauté qui est quand même très très forte, hein, puisque... c'est le plus gros rassemblement culturel privé, enfin associatif, ouais. C'est associatif, mais c'est pas subventionné du tout. C'est uniquement c'est le plus gros, c'est le plus gros rassemblement mondial autour d'une culture en fait.
il y a quelques années, il y a eu au cours de ce rassemblement est décerné un prix qui s'appelle le prix Hugo. Alors, c'est pas en l'honneur de Victor Hugo, hein. C'est Hugo Gernsback qui était un des fondateurs de la SF et qui a donné le nom à la science-fiction. Et donc c'est une sorte de prix du public. C'est-à-dire que les participants à la convention ont une voix. Joseph, c'est bon, j'ai bon. Et il y a donc quelques années une sorte d'infiltration. Enfin, c'est typique de groupuscule activiste qui est. Oui, voilà, voilà, exactement, de l'intrisme. Moi, je me rappelle quand j'avais 18 ans, j'étais allé dans le groupe dans le mouvement des libres penseurs, et au moment où c'était infiltré par des trotskistes. Alors, je me rappelle, dans la salle, il y avait des chaises qui volaient, c'était rigolo, et je m'étais vite barré, quoi. Voilà. Donc, oui, ça arrive dans tous les trucs. Bon, il se trouve que là, depuis depuis une quinzaine d'années, il y a un truc que l'extrême droite a très bien compris, que l'extrême gauche n'a jamais compris, c'est qu'on vit dans un monde numérique. Et donc l'extrême droite est extrêmement efficace pour ce qui est sur tous les sujets, dans les réseaux sociaux. Il domine largement la sphère médiatique dans les réseaux sociaux. Les mèmes, c'est eux. Tout ce qui est mème, c'est eux. Tout ce qui est buzz, c'est eux. Et ils ont voulu faire la même chose ils ont voulu s'emparer parce qu'ils estimaient que l'ASF c'était devenu un truc de gauchiste, qu'il y avait trop de trucs liés au genre, à la théorie du genre, que c'était en train de devenir un truc de gauchiste homosexuel, machin, pas assez de blancs, etc. Donc voilà, il y a des suprémacistes blancs, des homophobes, etc. qui ont écrit des textes. Et les textes ont été votés par des types d'extrême droite qui s'étaient inscrits et donc qui pouvaient voter pour les trucs. Donc voilà, donc ils ont essayé et ils se sont quand même fait rétamer. Donc non, mais ce qui est intéressant parce que ça veut dire que l'ASF a dit non. Le mouvement SF qui est pas foncièrement de gauche pourtant aux États-Unis, même si c'est puissant, hein. Je veux dire, il faut pas méconnaître la puissance idéologique de la gauche aux États-Unis, mais il se trouve que ils se sont fait balayer. L'année suivante, ils ont recommencé. Ils ont essayé de recommencer. Ils ont réussi à caser un ou deux textes qui ont eu un genre 4 ou 5e prix. Enfin, bref, ils ont loupé complètement leur coup. Joseph, tu voulais poser la dernière question ?
il y a des zigotos en dehors des auteurs de science-fiction. Hein. Ce personnage en est un, assurément. Ça me fait penser ce que tu dis. Bon, alors, les déchets radioactifs, évidemment. Ça me fait penser à une histoire, quelque chose d'analogue. C'est la bibliothèque dans l'Antarctique. Là aussi, on veut stocker des graines et puis des mémoires. Non, des mémoires. Des mémoires numériques dont on se demande bien si effectivement je dis pas 20 000, mais même dans 2000 ans, si on aura encore la technologie obsolète pour la lire, en admettant qu'on soit allé de l'avant. Et donc, effectivement, les déchets radioactifs, que tu disais, des fresques pour prévenir, qui est même plus de langue. Oui, on accepte. Oui, parce que donc, ils mettent combien de temps l'isotope le plus balèze, il met combien de temps à être inoffensif? 50 000 ans Ah oui, carrément plus. Ah oui, donc effectivement, c'est sérieux comme problème. Bah effectivement, là, le seul salut, c'est Lascaux. Après tout, le bonhomme qui a fait ça il y a 20 000 ans, lui, il est encore là, tandis qu'on a perdu tellement de choses avec... Non, mais c'est joli. Bon, Christian, tu voulais dire un petit mot au final pour les auteurs, parce qu'il y en a quand même plein dans cette salle et dans ce truc. Hein. Donc, Christian Villa, aussi auteur, mais animateur du Self avec quelques autres. Alors, moi, pour reprendre un peu ce qui a été dit là dans cette table ronde, on a parlé de la position des auteurs de SF par rapport aux autres, hein, qu'ils soient de littérature générale ou d'autres genres comme le polar et tout. Et c'est quand même curieux de constater que parmi nous au Self, il y a une majorité d'auteurs de l'imaginaire, on va pas dire de la SF, parce qu'il y a aussi les auteurs de fantasy, de fantastique et tout, mais qu'on n'arrive pas à recruter les auteurs de polar. Alors que les auteurs de polar sont supposés être plus politisés, plus militants que les auteurs de SF. Alors, je ne sais pas si c'est lié sûrement, comme Yves l'a dit, que les auteurs de SF, ils sont écolos et fumeurs de pétards, alors que les autres sont marxistes et buveurs de rouge. Et est-ce que c'est... Les œillères... Pardon ? Oui, mais ça se fait, hein, nous on le fait, on s'en charge. Hein. Ouais. Mais justement, d'ailleurs, moi, pour parler de moi, 2 minutes, là, avant d'être auteur, j'étais politisé. J'étais anard, révolutionnaire et tout le bordel. Et suite à un dégoût de la politique, je me suis retrouvé à écrire de la science-fiction. À l'époque, je lisais beaucoup. J'étais pas encore, j'avais pas encore sensibilité écolo, on va dire. Mais le seul canard auquel j'étais abonné, c'était La Gueule ouverte. Voilà. Donc, s'il y a les auteurs dans la salle qui veulent rejoindre le Self, ils sont les bienvenus, même s'ils n'écrivent pas de la SF. Même simplement discuter avec le Self. Oui, ou venir à notre table là-bas. De la doc, des choses comme ça. Parce que... Ça veut dire que tu étais politisé parce que tu ne voulais pas écrire, c'est ça? Je n'ai pas réfléchi à la question. Je n'ai pas réfléchi à la question. Parce que ma théorie d'engagement écolo, c'est exactement le phénomène que je découvre maintenant. En fait, j'avais un engagement écolo forcené parce qu'en fond, je voulais inconsciemment m'empêcher d'écrire, alors que mon vrai désir, c'était d'écrire. Et c'est qu'à partir du moment... Il y a un lien entre les deux, c'est pas tout à fait, c'est pas du tout innocent. Ouais. On peut tout faire en même temps. Boire du rouge, fumer des pétards, écrire des polars, écrire de la SF, être militant écolo. Moi j'ai fait tout ça, on se porte bien. Et avoir une otite. Oui, dans quel état on se retrouve. Merci beaucoup. Ouais. Et on peut continuer le débat à côté pour ceux qui ont envie de parler avec l'un ou l'autre. Merci. Avec le SEM. Merci à vous.